Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Delphine Devaux. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'art et vous êtes directrice des collections Roger Violet. Donc il s'agit des collections qui sont constituées de 8 millions de photographies qui ont été léguées à la ville de Paris. Et dans le cadre de ce poste de direction, vous assurez des missions de conservation, de valorisation et vous êtes également commissaire d'exposition. Eh oui. Pour commencer, pourriez-vous revenir sur votre parcours professionnel jusqu'à votre arrivée chez Roger Violet? Oula, alors, parcours professionnel, il commence avec des études supérieures en histoire de l'art à la Sorbonne, à Paris 4, tout simplement. J'ai effectivement fait un doctorat sous la direction à l'époque de Bruno Foucard, et mon doctorat a été consacré à Mariano Fortuny i Malrazzo, donc le créateur vénitien bien connu pour ses plissés, qui était aussi photographe, qui était décorateur de théâtre, peintre, sculpteur. Donc c'était déjà multidisciplinaire et photographique. Pendant le temps de mes études, j'ai travaillé ou fait des stages, que ce soit au musée du Louvre, au musée des arts décoratifs, ou encore à l'Express, à l'agence Magnum, en mélangeant toujours la photographie, la documentation, l'histoire de l'art, puisque j'ai commencé à faire des photographies, je devais avoir 12 ans, et du labo quelques anannées après. Et puis je suis arrivée... avait un lien avec la photographie? Pas du tout. Tout le monde s'en fichait, sauf moi. Voilà, c'était... il n'y avait pas de marmite dans laquelle tomber, c'était peut-être pour s'émanciper, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, et c'était... très très rapidement des procédés noirs et blancs, du labo, donc voilà, un tropisme photographique personnel. Et puis, de stage en stage, de boulot en boulot, je me suis effectivement retrouvée à rentrer dans ce qui était à l'époque l'agence Roger Violet, dans laquelle il a été évident que les fonds patrimoniaux, puisqu'ils appartenaient à la ville de Paris, j'y suis rentrée en 97, avaient une fonction, on va dire, de bien public à établir, à rétablir, à installer aussi, à patrimonialiser, puisque on fonctionnait comme une agence conventionnelle. Et puis, j'ai pas retrouvé la sortie puisque j'y suis toujours et qu'on est en 2021. Les études que vous avez fait, vous vouliez être conservateur, vous vouliez être, alors, vous saviez un petit peu? Du tout, mais alors du tout. J'envisageais vraiment pas la conservation du patrimoine, en tout cas pas en musée. Ce que j'envisageais, c'était un métier d'agent, du coup que j'ai pu mener effectivement dans les collections Roger Violet. Par contre, l'histoire de l'art était pour moi indispensable parce que c'est un des rares domaines où on peut être comparatiste. En tout cas, au niveau de l'iconographie. C'est-à-dire, il y a que ces études-là qui vous apportent un regard extrêmement vaste sur l'image au sens excessivement large de la chose. Quand vous avez commencé à travailler, comment était le paysage de la photographie? Et est-ce que vous avez vu des évolutions on est au-delà de l'évolution. Parce que quand j'ai commencé donc à travailler, prenons uniquement Roger Violet, en 1997, la numérisation a déjà commencé. Les agences ont déjà commencé et à numériser et surtout à travailler en numérique. Le clic droit de Google, c'est 98. Donc imaginez, vous rentrez dans une agence. Roger Violet n'a été agence de presse qu'en 1963. C'est une agence créée en 1938 qui n'a eu un statut assez tardif d'agence de presse qu'en 63, qui a été léguée 22 ans après seulement ce 1963 à la ville de Paris. Donc c'est une agence particulière, c'est une agence d'archives. C'est une agence qui rassemble des fonds. C'est pour ça qu'on parle des collections Roger Violet. Les collections Roger Violet contiennent un nombre important de fonds de photographes. Et le paysage à l'époque, il était pas en pleine mutation en réalité. Parce que les journaux travaillaient autrement, imprimaient autrement, les photographes travaillaient autrement, vendaient autrement. Et puis surtout, la fin des années 90, il n'y a pas encore ce retour qu'on voit aujourd'hui, du retour au noir et blanc, à l'argentique, à la belle photo. On était sur un élan où on allait se cogner assez fortement et financièrement et commercialement au numérique et à Internet.
Est-ce qu'on pourrait revenir sur les étapes clés des fonds, comment ils sont constitués et jusqu'à présent un petit peu les étapes? Bien sûr, mais les fonds, ce sont les fonds de chacun des photographes. Donc effectivement, avant d'arriver dans les collections, il y a des fonds. Puisque le propre des collections Roger Violet, c'est d'avoir été constitué à partir de 38 sur déjà presque une dizaine de fonds de photographes. Quand Hélène Roger et Jean Fischer prennent possession de la boutique de Laurent Olivier en 1938, Laurent Olivier diffuse des photographies, en fait quelques-unes, diffuse aussi les fonds italiens Alinari, Anderson et Broggi. Il a racheté en 1913 le fonds de Léopold Mercier. Léopold Mercier qui lui-même a racheté les fonds de Dumto, de Michelès, de Forter et de Moretti, je me souviens bien. Tous ces gens-là étant installés chez une demoiselle qui s'appelait Foncel, et s'y ajoutent les fonds de la famille d'Hélène, donc les fonds des familles Roger et des familles Violet, plus les productions d'Hélène Roger et de Jean Fischer. Donc voilà, ça c'est le début. Ça c'est juste avant de commencer. Et après, donc, une période, on va dire celle de la Seconde Guerre mondiale, où l'agence ferme, mais où les fondateurs continuent de produire des photographies, et à partir de la réouverture, des achats de fonds de photographes qui finissent par constituer les collections. Deux grandes vagues, une au début des années 60, une au début des années 70. La vague des années 60, c'est Albin Guillot, c'est Roger Berson, c'est Gaston Paris, c'est Maurice-Louis Branger, Albert Arlingue, Jacques Boyer. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va se perdre. Mais sur la vague des années 70, ça sera le fonds de tout le studio Lipnitsky, les fonds des frères Nordheim, les fonds du studio Léon et Lévy, les fonds de la compagnie des arts photomécaniques. Voilà, c'est des... Et pour quel but tous ces fonds ont été rassemblés au même endroit? Faire des sous. Le principe d'une agence photographique et d'une agence commerciale, c'est de vendre des droits. Le principe alors c'est pas l'agence Roger Violet au départ, c'est la documentation générale photographique Hélène Roger ou Hélène Roger Violet, ça dépend. Mais c'est tout simplement de vendre des droits. Quand eux achètent des fonds, ils achètent à la fois les biens, les phototypes transparents, donc négatifs, plaques de verre, etc., les tirages, assez peu d'archives finalement, beaucoup moins qu'on ne voudrait, et les droits. Ils se rendent acquéreurs des droits patrimoniaux des photographes, ce qui leur donne toute latitude de revendre ces droits à leur tour. Et ils font tourner, quand j'ai envie d'être vulgaire, ils font tourner la boutique, c'est-à-dire qu'ils prêtent des photographies dont ils restent propriétaires. Ces photographies sont publiées, elles sont rendues, elles sont rangées, elles sont reprêtées, et dans l'entretemps, on facture des droits de publication. Voilà. Est-ce que ces droits ont évolué ou on est à peu près sur la même législation? Alors la législation reste la même. Le droit d'auteur perdure 70 ans après la mort de son auteur, quand le droit de la personne représentée s'arrête à sa mort. Il est différent sur les territoires. Les photographes chez Roger Violet sont essentiellement des photographes français, donc soumis au droit français, donc ont 70 ans après la mort des auteurs. Ce qui laissait une bonne pérennité à l'exploitation des fonds, parce que des photographes qui meurent, qui en 1950, qui en 1960 ou 70, quand les fondateurs disparaissent en 85, il y avait encore de beaux jours devant eux pour effectivement créer du profit. Et du coup, après la deuxième vague d'achat en 70, ouais. Après, du coup, jusqu'à maintenant, un petit peu les autres étapes. Alors les autres étapes, elles sont, on va dire, un petit peu précipitées, puisque les grandes vagues des années 70, elles nous mènent à peu près jusqu'en 75, et les fondateurs disparaissent en 1985. En 1985, ils lèguent la totalité de leurs biens à la ville de Paris. La totalité de leurs biens, ce sont leurs biens immobiliers, leurs biens mobiliers, leurs biens photographiques qui font partie des mobiliers, qui sont légués en tant que tels, à la fois donc les plaques de verre, les négatifs, les tirages, les archives. Et ces collections sont reprises en gestion par la ville qui nomme un directeur après une dizaine d'années de gestion juridique. Parce que voilà, un legs n'est jamais simple à envisager. Un directeur est nommé, Henri Bureau, qui venait donc des agences de presse, qui lance la numérisation.
Il reste une dizaine d'années. Il part, donc il arrive en 95, il part en 2005 et en 2005-2006 a été créée une instance, on va dire intermédiaire, qui a été la Parisienne de photographie, qui a à la fois conservé les collections Roger Violet, numérisé et diffusé la totalité des collections iconographiques de la ville de Paris. C'était un montage qui avait tout son sens. La Parisienne de photographie a été montée à partir de l'expérience de numérisation et de commercialisation de ce qu'avait été l'agence Roger Violet. Elle a gardé la conservation des collections pendant une quinzaine d'années. Et en 2018, les collections, donc, qui sont un bien public, ont rejoint la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et aujourd'hui, quel est le lien entre Roger Violet, les fonds et la ville de Paris ? Alors, les fonds et les collections Roger Violet et la ville de Paris, c'est tout simplement une notion de propriété. La ville est le propriétaire des collections Roger Violet, comme elle est propriétaire des collections du Petit Palais, comme elle est propriétaire de celles du musée Galliera, de la bibliothèque Fornet, etc. Est-ce qu'il existe des entreprises similaires? Enfin, est-ce qu'il y a des fonds similaires? Est-ce que vous vous êtes inspiré? Enfin, est-ce que vous savez s'il y a eu des inspirations au moment où les fonds ont été créés? Est-ce qu'il existe d'autres structures qui ressemblent? Oui, il en existe. Il existe à Keystone, évidemment. Il existe à KG. Ensuite, c'est constitué rue des Archives. Vous pouvez aussi comparer éventuellement avec les services d'archives de l'AFP, qui sont des archives rassemblées, acquises et aussi de production. Le propre de Roger Violet, contrairement aux agences que je viens de citer, c'était de ne pas ou presque pas produire. Roger Violet, c'est un rassemblement. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de collection et pas de fonds, parce que les fonds sont ceux des photographes. Quand Hélène Roger et Jean Fischer achètent un fonds, ils achètent le fonds de Laure Albin Guillot, ils achètent le fonds de Maurice Louis Branger, ils achètent le fonds du studio Lipnitsky et ils créent l'offre Roger Violet en tamisant ces fonds de photographes qu'ils transforment en offre commerciale de par la grâce d'un plan de classement qui répond aux demandes iconographiques. Mais oui, il y a des parallèles, bien évidemment. Quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées par les fonds du coup? Est-ce que ce serait une difficulté technique? Est-ce que c'est une difficulté économique? Est-ce que voilà? Alors par les fonds, du coup, je continue de jouer avec vous avec les mots, mais est-ce que vous me parlez des photographes ou est-ce que vous me parlez des collections Roger Violet? Des collections Roger Violet. Voilà, parce que les photographes, évidemment, un par un, ont des difficultés différentes et des exercices différents, puisqu'on vous parle, quand je vous parle des collections Roger Violet, on couvre de l'invention de la photographie jusqu'aux années 80-90. Donc évidemment, sur un siècle et demi, tout le monde a des difficultés différentes. Les collections Roger Violet, vous pensez à des difficultés dans quel domaine, en fait, du point de vue de la conservation, de la commercialisation? Quelles sont les difficultés que les collections ont pu traverser, mais qui font qu'elle est encore là aujourd'hui? Enfin, est-ce que parce que j'imagine que c'est pas si simple de maintenir de flot des collections comme celle-ci. C'est pas simple, mais il y a quand même quelque chose qui permettait de tenir. C'est qu'il faut bien considérer qu'une agence photographique riche de 8 millions de photographies ne vend pas les droits de 8 millions de photographies. Une agence de photographie, quand elle fait son chiffre d'affaires, elle le fait sur 20 à 30 000 photographies, allez, 50 000, mais guère plus. En réalité. Donc ce sont ces quelques dizaines de milliers de photographies qui font vivre les agences de presse. Les offres pléthoriques auxquelles on est habitué aujourd'hui, ce sont des offres pléthoriques de visibilité, pas du tout de commercialisation. Le propre de Roger Violet et ce qui les a fait tenir, je pense que c'est le plan de classement, que c'est l'accessibilité, que c'est, malgré un petit côté un peu revêche,
l'extrême professionnalisme des documentalistes, qui ont constitué ces collections, qui les connaissaient comme personne, qui étaient à même de répondre à n'importe quelle demande iconographique, qui étaient très forts en négociation. Une force aussi des agences dans les années 50, 60, 70, où on était en pleine argentique, où les labos tournaient, où les magazines tournaient, où la presse avait de l'argent, et où la pub travaillait beaucoup avec la presse. Le statut d'agence de presse de Roger Violet, il a ceci d'intéressant que c'est un statut un tout petit peu usurpé, en ce sens où la majorité des ventes étaient déclarées à la presse, mais on faisait rentrer dans la presse la télévision et des tas de petites choses. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de ces années-là. Ça fait partie de l'histoire de la presse française et des agences de presse et des agences photo. Après, ce qui permet aux collections de tenir ensemble, c'est très simple, c'est qu'elles ont été léguées au bien public. Et que dès lors qu'on rejoint l'institution, dès lors que le patrimoine est considéré dans son intégrité, j'ai presque envie de vous dire, on commence à causer. Par contre, ça demande du boulot, ça nous a pris 20 ans. On n'a pas terminé le rassemblement des collections. Elles sont encore sur plusieurs sites. On n'a pas réussi à rendre lisible exactement tout ce qu'on aurait voulu rendre lisible et accessible. C'est une question de temps, c'est la vie. Les choses prennent du temps. 8 millions de photographies à remettre ensemble, à remettre en ordre. On est déjà bien content d'avoir réussi avec 6 millions. On va y arriver. Mais oui, ça tient. Parce que, encore une fois, c'est un fonds patrimonialisé, public, qui est, de ce fait, défendable en tant que tel. Protégé. Oui. J'ai une question pour qu'on puisse comprendre un petit peu quel est le quotidien de cette collection, de ces collections, pardon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer avec quel acteur vous intervenez? Enfin, vous avez des contacts. On parlait des chercheurs, on parlait parfois de certains tirages qui sont, de certaines plaques de verre qui sont utilisées pour faire des tirages modernes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les acteurs avec qui vous êtes en relation, et puis un petit peu quels sont les projets qui sont parfois faits. Alors les expositions, je pense expliquer un petit peu. Les métiers qu'on pratique sont de toute façon similaires, pour être simpliste, à des métiers de musée. Voilà, c'est des métiers de conservateurs conventionnels. On inventorie, on conserve, on protège, on documente et on valorise. De ce point de vue-là, dans les collections Roger Violet, on a commencé à numériser en 1998. On a fait des inventaires corollaires. Il y a eu beaucoup aussi de numérisation sans inventaire pendant des périodes où il fallait, parce que c'était la mode, faire du chiffre. Mais l'essence de nos métiers, c'est effectivement de conserver, d'inventorier pour restituer correctement avec toute la connaissance qu'on a des biens. Donc, on prête évidemment à des expositions. On écrit sur les collections, on laisse chercher dans les collections, on cherche nous-mêmes dans les collections, on reçoit des artistes, on reçoit des iconographes, on numérise, parce que la programmation de numérisation est toujours tenante, ça fait partie en plus des projets de mandature de la ville de Paris, de mettre à disposition un patrimoine numérisé visible. Donc la bibliothèque historique de la ville de Paris numérise énormément ces collections photographiques. Et puis effectivement, la partie numérisée des fonds peut faire l'objet de tirages modernes, mais ça c'est l'affaire du concessionnaire commercial. Puisque nous, on ne crée pas de patrimoine secondaire. Le principe d'une institution, c'est de ne pas créer de patrimoine secondaire. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Donc nous, ce que l'on conserve, ce sont les tirages des photographes, les tirages de l'agence, et effectivement ce qu'on appelle les phototypes transparents dans le métier, c'est-à-dire tout ce qui permet de créer des tirages. Voilà. Est-ce que quels sont un petit peu les projets que pour les prochaines années? Est-ce que vous avez, donc il y a la numérisation qui est quand même le cœur qui est quand même un gros morceau, qui est un moyen, qui est un véhicule, qui est pas le cœur, qui est le véhicule. Le cœur, c'est les collections. Est-ce qu'il y a d'autres projets Toujours plein, des projets de prêt avec des musées, mais on dévoile pas les programmations des voisins, ça ne se fait pas. Il faut que ce soit eux qui le fassent.
Mais voilà, oui, il y a des choses dont je peux complètement parler. Beaubourg va exposer Gaston Paris au début de janvier 2022 avec plus d'une centaine de tirages, puisque le fonds Gaston Paris est conservé dans les collections Roger Violet. Nous prêtons des tirages aussi au musée de l'Armée pour l'exposition La photographie en guerre. On va prêter des tirages au musée Carnavalet pour l'exposition Marcel Proust. Tout ça est très varié et ça vous montre un petit peu la variété en fait des exploitations, si on veut, mais qui est pas de l'exploitation pour le coup, c'est de la valorisation patrimoniale, puisque ce sont des tirages qui sont prêtés, des travaux qui sont réalisés sur les collections, elles sont revues de ce fait aussi par des gens qui ne sont pas ceux qui les conservent, ce qui est important. Voilà, on a besoin que les biens soient vus par d'autres que nous. C'est l'essence des projets aussi. Quand on parle de restitution dans le métier de conservation, c'est le fait de donner au public, que ce soit celui des chercheurs, celui des professionnels ou le grand public, la possibilité de regarder des collections dont on a la charge. Vous me disiez que vous êtes 3 pour faire tout ça. On a pris de l'avance. Entre vous 3, comment vous répartissez un petit peu les... On se répartit, on est très complémentaires. Martine est assistante de conservation, Aurore est régisseuse des collections, je dirige les collections et leur valorisation patrimoniale. Et on gère à toutes les 3 nos campagnes d'inventaire, le suivi des numérisations, l'accompagnement des prêts, l'accompagnement des chercheurs, certaines campagnes de vérification, les campagnes de dépoussiérage, on en fait régulièrement quand on a des inquiétudes, de reconditionnement aussi, ça nous arrive. L'avantage est qu'on a pris beaucoup d'avance, c'est-à-dire qu'on a été une des premières agences, quand on était encore une agence, à numériser. Donc on a déjà sur les 8 millions de photographies, 600 000 photographies numérisées. Ce qui nous donne une avance qui est quand même assez notable. Alors c'est évidemment, il faudra faire le reste, c'est pas ce que je veux dire. Mais le fait que sur ces 600 000 photographies, pour l'instant, il y en est par exemple que 250 000 visibles sur le site du concessionnaire commercial. On attend déjà que les 600 000 soient visibles. On a hâte qu'elles soient vues par tout le monde. Et puis on continue d'alimenter effectivement les politiques de numérisation. Du coup, oui, ma question c'est du coup les 200 000 qui sont visibles, elles sont visibles sur uniquement pour l'instant sur un site marchand, oui, qui est le site donc qui en plus porte le nom de Roger Violet parce que la concession commerciale autorise la société Delta Arts à utiliser le nom de Roger Violet parce qu'il est visible, il est connu, il est reconnu, ça rassure tout le monde. Mais voilà, la société Delta Arts qui occupe l'ancienne boutique du 6 rue de Seine diffuse 250 000 fichiers des collections. Et qui sont visibles pour tout le monde ou il faut Alors je crois que maintenant il faut être logué. Il faut avoir un compte, oui. Peut-être un abonnement et... Je crois pas qu'il y ait d'abonnement payant, mais un compte, je crois que oui. Bah c'est super, c'est-à-dire qu'il y a quand même un énorme... je sais pas le pourcentage, je suis pas forcément douée en maths, mais je suis pas certaine que 250 000 sur 8 millions ce soit énorme. Je préférais que les 600 000 soient visibles. Bien sûr, mais c'est déjà c'est important, ça fait un bon petit paquet. Voilà, oui, en sachant que derrière, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que le principe aussi des collections et pour le coup de chacun des fonds, c'est que quand on diffuse une photographie d'un photographe, elle a souvent des sœurs. Voilà. Et donc, c'est un petit peu le principe de la tête de pont ou plutôt d'une porte qui vous amène à un couloir, le couloir vous menant à d'autres portes. C'est sans fin puisque les photographes travaillant par reportage et par film, c'est très rare qu'une photographie soit seule. Ça arrive, mais souvent elles sont plusieurs. Est-ce que vous auriez, alors là du coup un petit pas de côté, est-ce que vous auriez des conseils pour des photographes, vu que vous voyez plein de... Pour les photographes vivants ou des photographes morts vivants. Pour des photographes vivants, mais donc du coup avec votre expertise de directrice des collections d'un fonds très conséquent, est-ce que vous auriez des conseils là sur la restauration, enfin sur la conservation, sur comment voilà.
Les conseils, on en donne, on les donne très volontiers en connaissance de cause. C'est-à-dire, c'est très difficile de faire du général parce que tous les artistes et tous les photographes, même s'ils sont pas artistes, travaillent différemment. Ils ont des supports différents, des attentes différentes, ils produisent dans des conditions différentes. Quelqu'un qui va travailler en argentique, en Afrique subsaharienne, n'aura pas les mêmes problématiques de conservation que celui qui sera en Islande. Donc voilà, c'est pas les mêmes réponses. Les questions techniques sont extrêmement variables à partir du matériel et de la géographie. Donc ça, c'est complètement aléatoire. Après, vous dire les banalités il vaut mieux qu'il fasse un peu froid et un peu sec, c'est une évidence. Voilà, si vous arrivez à maintenir un petit 40% d'humidité et 15 degrés, tout ira bien, mais vous n'y arriverez pas. Faut être professionnel pour y arriver. Non, du point de vue en dehors de la technique, c'est de documenter correctement ces photographies. C'est-à-dire de garder les traces de ce qu'on a fait, de savoir ce qu'on a fait et de pas se dire que une photographie c'est une image. Une image c'est une chose en 2 dimensions. Une photographie, les 3/4 du temps, c'est un objet en 3 dimensions avec en plus cette documentation. Après, on peut choisir de faire complètement autre chose, mais il faut que ce choix soit conscient. On peut choisir de décorréler sa photographie de la réalité. Les collections rouge et violet, c'est des fonds de photographes, des photographes qui travaillaient au quotidien, des photographes qui faisaient des portraits. Donc nous, on est très attachés à l'aspect documentaire. Mais quand je dis documentaire, ce ne sont pas des photographies documentaires, c'est le fait que les photographies soient documentées. En fait, le seul conseil, c'est de suivre ses envies et d'adapter quelque part son comportement autour de ce qu'on a envie de faire valoir. Si vous êtes photographe de presse, essayez donc d'envoyer une photo non légendée et non datée qu'on rigole. Si vous êtes un photographe qui fait, des natures mortes ou des paysages et que la notion de temps n'est pas ce qui vous retient et la notion de territoire non plus, sentez-vous libre de ne pas documenter. Mais il faut savoir pourquoi. Parfait. Merci beaucoup, Delphine. C'est moi. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite